Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler du jeu de rôle Conan l'Agiborien, donc en fait qui est édité par Monolith, hein, et comme à son habitude, Monolith l'édite à la fois en anglais et en français. Pour l'instant, vous pouvez le trouver en PDF sur le site de Monolith et la version physique arrivera mi-décembre d'après ce qu'on m'a dit. Alors, toujours est-il qu'effectivement, donc Conan est un jeu de rôle en fait qui fait suite aux autres licences qui ont déjà eu lieu avant lui. Donc, je pense déjà, il y a eu les deux derniers, c'est la version Mongoose, la D20, et la dernière en date, c'est celle de Modifus, la 2D20. Donc là, c'est complètement à part, hein, c'est un autre système, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une nouvelle itération en fait du monde de Ward au niveau du jeu de rôle. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour l'instant, pas grand-chose. Donc si, à part que pour l'instant, pas grand-chose. Fred, tu fais une vidéo et tu es en train de leur dire, tu vas pas leur dire grand-chose. Non, c'est pas ça. Je vais, comme à mon habitude, vous présenter le bouquin, vous présenter ses forces, ses faiblesses, etc., ce que j'en pense. Et voilà. Et dans un premier temps, de toute façon, je vais commencer, comme à mon habitude, par le fond. La forme, Fred, la forme. Putain, quand tu me l'as fait, à peu près une vidéo sur 3, celle-là, je vais vous parler de la forme. Alors, les look-off, pour vous parler de la forme, ça me paraît à peu près essentiel. Donc, on se retrouve avec un beau bouquin de 230 pages. Bon, on va écluser les premiers trucs. On est dans du papier glacé franchement, c'est lourdingue, hein. En plus, quand vous passez la main dessus, vous sentez que c'est pas complètement plat, hein. Vous voyez, le papier glacé a un peu cet inconvénient. Alors, donc papier glacé, couverture en hardback, ça, il n'y a rien à dire, hein, c'est du beau matériel. La reliure, c'est du cousu. Hein, donc, et là, vous voyez, c'est du cousu, on le voit bien. Et je vais vous faire un truc, c'est-à-dire que, vous voyez, ah, je tire bien, ça tient sans aucun problème. Pour moi, c'est au niveau de la qualité de production, il n'y a absolument rien à dire à ce niveau. Et voilà Igor, qui vient venir nous dire bonjour, Igor. Je suis en train de parler d'un jeu, Igor, tu vas tout foutre par terre, il n'y a pas beaucoup de place. Non. Ah, bon. Il y a longtemps que tu n'étais pas venu. Hein, on va poser ça par terre en espérant pas l'oublier tout à l'heure et tu bouges plus. D'accord? On ne bouge pas. Ok. Maintenant, alors, je vous ai parlé du papier glacé, je vous ai parlé de la reliure. Pour le reste, donc c'est sur du 2 colonnes, hein, c'est bien présenté, il y a aucun problème de lisibilité. Les illustrations sont nombreuses et qui respectent hein, le monde de Ward, hein, le monde de notre barbare préféré. Euh, Igor, t'es chiant. Mais bien sûr, viens sur le bouquin, putain. Bon, excusez-moi. Donc, on a des tableaux, vous voyez, des tableaux qui sont quand même relativement clairs. La présentation des règles est claire à ce niveau-là. Et la maquette, franchement, c'est du bon boulot. Donc, à ce niveau-là, je m'attendais pas à moins que ça et je ne suis pas déçu. Alors, pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, j'avais parlé du kit de découverte et j'avais pas été franchement emballé. Sur le corpus de règles. Là, on va voir, vous allez voir. Là, comme on a les règles complètes, je vais pouvoir vous en parler en détail. Voilà, voilà. Alors, le premier truc que je voulais vous amener dans cette vidéo, c'est où est-ce qu'on joue. Vous allez me dire, bon, où est-ce qu'on joue? Tout le monde sait où est-ce qu'on joue, tout le monde connaît Conan.
dans le milieu rôliste. Alors je vais dire oui, effectivement, tout le monde connaît Conan, mais il y a quelque chose de vraiment bien, que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est en fait, on a Chronique de l'âge iborien. Alors qu'est-ce que c'est Chronique de l'âge iborien? C'est en fait toute l'histoire en fait du monde, en fait de l'Hyperborée, enfin de l'Hyperborée, de ce que on va dire même du passé, de la préhistoire, bien avant en fait l'âge de Conan. Donc on va vous expliquer tout ça depuis le départ. Hein, vous voyez, l'âge des dieux et de monstres. Vous voyez, avec pourquoi il y en a qui, s'il y en a qui ne connaissent pas, ils pourraient être un peu surpris par ce genre d'illustration. Mais en fait, pourquoi? Parce que Howard était ami de plume de Lovecraft et il avait plus ou moins approuvé, enfin pas plus ou moins, il avait approuvé en fait toute la préhistoire en mélangeant en fait le mythe Lovecraftien avec le monde ivorien. Donc, et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai rarement lu ailleurs pas, et en tout cas pas dans les jeux de rôle, dans le Modifus, dans le Mungo's non plus. Et franchement, c'est super bien fait, c'est super bien écrit. Moi, j'ai beaucoup aimé la lecture en fait de toutes les chroniques en fait de cet âge en fait jusqu'à la. Alors, on vous parle vraiment de la préhistoire, hein, de tout le début en fait de ce monde, jusque l'avènement effectivement de Conan. Ainsi 20 Conan, toi tu descends par là, sinon tu vas me faire une connerie. Ainsi 20 Conan, vous voyez. Donc là, on a présenté toute la préhistoire, en fait toute l'histoire avant Conan, et là on va arriver effectivement on va faire un transit, on va transiter vers la vie en fait de Conan, et on a tout un résumé assez détaillé. On passe depuis ses débuts, en passant par Amralion, effectivement, quand il devient un capitaine pirate, et donc à chaque fois, en fait, ses aventures sont tout écrites ici, jusqu'à, effectivement, la fin de notre barbare et la fin de l'âge iborien qui arrive ici. Donc tout ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on n'a pas que ça. On va vous présenter effectivement le monde iborien. Donc là, à l'âge de Conan, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc cette carte que je peux vous montrer, qui est ici, que j'aime bien. Peut-être un peu fouillis, mais j'aime bien. Hein, elle est très chouette. Elle est très très chouette. C'est du beau matos. Donc là, on vous montre, vous voyez, tout l'ensemble du monde de Conan. Et puis, alors là, il y a un truc marrant. C'est que ici, sur cette page, on rapproche en fait les royaumes de donc, la Cimmérie, la Kylonie, Seth et compagnie, à la Stygie, la Stygie. Et on les rapproche en fait de notre vieille Europe, hein. Donc la Cimmérie effectivement regroupe l'Écosse, machin, une portion de l'Angleterre, parce qu'effectivement Howard s'est inspiré de beaucoup de cultures de l'Europe. Et on a ce rapprochement. La Kylonie correspond essentiellement à la France. Vous voyez, les terres sauvages pictes recouvrent une partie de l'Angleterre, etc., etc. Et alors, sans rentrer dans une étude en fait de ce qu'a fait Howard, on se retrouve quand même on nous présente quand même les différentes cultures, sur quoi il s'est inspiré, et même sur quoi il a pu mélanger plusieurs cultures pour arriver à son Iboré. Voilà. Donc là, on vous parle ensuite vous voyez, vous avez l'Occident Rêveur, et à chaque fois, on va vous faire. Alors, vous avez des paragraphes plus ou moins longs, hein, sur les différents royaumes. J'ai pris des notes. Ouais, ce que j'aurais aimé avoir, c'est un peu des cartes des cartes des royaumes, vous voyez, ou des cartes de villes. Il n'y en a pas. Et là, ça, c'est quelque chose que je regrette. La Kylonie, l'Argos, les îles Baracha, le royaume frontalier, la Brithunie, enfin bon, tout s'y passe. Alors beaucoup, effectivement, deuxième note,
On parle beaucoup de commerce de ces différents royaumes, mais je regrette un peu on parle un peu moins de leur culture. Alors il y en a pour certains c'est développé, pour d'autres c'est complètement passé à l'as. C'est un peu dommage, j'aurais aimé, vous voyez, par exemple, la Corindie, c'est quand même pas beaucoup, on a un tout petit paragraphe. Bon, on va me dire, on est dans un livre de base, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on a le mérite de survoler toutes les terres, tous les royaumes de Conan. Alors là, vous voyez, oui, j'ai noté ça aussi parce que c'est quelque chose de systématique, c'est-à-dire que les dieux, en fait, les dieux que ça soit Chrome, que ça soit Mitra, que ça soit je ne sais pas quoi, n'importe quel autre dieu comment dire, des royaumes iboriens, mais en fait, on n'en parle pas. Alors, ce que j'avais mis ici, c'est que vous voyez, là, donc, la Cimmérie est beaucoup plus détaillée que d'autres royaumes, et j'ai mis les trucs dieux. Les dieux, alors là, c'est pareil, oui, parce que la phrase m'a fait un peu rire. Bien que les Cimmériens ne vénèrent aucun dieu, ils sont néanmoins extrêmement superstitieux et croient en l'existence d'une pléiade d'entités surnaturelles de tous les dieux cimmériens. Alors, ils vénèrent aucun dieu, mais de tous les dieux cimmériens. Voilà, on vous parle du plus grand, on vous parle de Chrome, et puis c'est tout. Hein. Donc on vous dit, bah voilà, Chrome, dénué de compassion, régnant sur un au-delà aussi terrible que lugubre, parmi les autres divinités cimmériennes, on peut citer Morrigan, Néméa et Macha, et en gros, c'est tout. Alors, et là, ce que je viens de vous dire, c'est en gros ce que vous pouvez trouver de plus développé dans le panthéon de tous les royaumes qui sont décrits ici. Et c'est franchement très très léger. J'aurais quand même aimé plus de détails, d'informations à ce niveau-là. Bon, que ça soit en fait dans les films ou dans l'œuvre de Ward, les dieux sont quand même pas tout le temps excessivement présents, quoi. Mais j'aurais peut-être aimé avoir quand même un peu plus de détails là-dessus. Bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, donc on arrive, on a les terres sauvages Pictes, et les contrées du Sud avec les royaumes noirs. Moi j'aime bien, hein, les illustrations, elles sont chouettes, hein, ça vous met tout de suite dans l'ambiance, hein, ça par contre. C'est vrai ce que je vous ai dit, on n'a pas de carte, mais on a des chouettes illustrations. Là, on vous parle de la Stygie, les contrées du Moyen-Orient, les contrées de l'Extrême-Orient. Voilà. Donc voilà. Moi, tout ça, je trouve que c'est un bon début. C'est vraiment un bon début. Les manques, j'aimerais que ça soit développé surtout j'espère qu'il y aura une gamme, quoi, et qu'on va pas être dans l'habituel. On vous sort un livre de base, on vous sort 3 bouquins, une campagne si vous avez de la chance, et puis après, on passera à un autre jeu. J'espère vraiment qu'on aura une gamme sur Conan. En tout cas, le 2D20 qui est ici, il y avait une superbe gamme dessus que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais voilà, qui n'existe plus. Et ce genre d'illustration en double page est quand même très très joli. Voilà ce que je peux vous dire sur le monde de où est-ce qu'on joue et comment c'est présenté en fait dans ce jeu. Alors maintenant, je vais vous parler de ce que l'on joue, qui on joue dans Conan. Bon, je vais enfoncer des portes ouvertes en disant que vous allez jouer des voleurs et des aventuriers, hein, voilà. Donc, mais en fait, quel peuple, etc. Donc en fait, dans le Conan de Monolith, on commence par vous présenter un certain nombre d'origines, hein. Et il y a des trucs qui m'embêtent un peu là-dedans. Hein, genre, peuple des collines. D'où est-ce qu'il vient? Peuple des collines. Bon. Alors, chaque origine, bon, une petite description qui va pas très très loin. Une illustration, très bien. Ok, bon là c'est un peuple des collines. Je sais pas à qui ça vous fait penser dans le monde de Conan. Moi je sais pas, un barbare. Mais non, en fait c'est pas un barbare mais un barbare doux, parce que vous verrez, il y en a d'autres, c'est des barbares. Donc là, peuple des collines. Un picte, non, ça c'est pas un picte. Bon, bref, quand vous choisissez votre origine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des bonus
à appliquer en fonction de votre origine. Donc là, par exemple, au début de chaque aventure, bah, vous choisissez, vous avez un bonificateur de +1, machin, etc. Ça vous donne des points de vie de base. Donc vos points de vie sont liés pour une grande partie à votre archétype, votre origine de départ. C'est un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas. Et vous avez la sorcellerie, parce que la sorcellerie, en fait, en fonction de votre archétype de départ, vous allez pouvoir la maîtriser ou pas. Et j'y reviendrai là-dessus, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Mais ça, c'est enfin, c'est de la manière dont elle est développée, la sorcellerie. Mais ça, c'est autre chose. Je l'avais déjà dit dans le kit de découverte, et là, c'est toujours la même chose. Enfant des rues, en fait, on n'a pas voulu dire voleur, mais en tout cas, c'est pareil, parce qu'au niveau des règles, vous voyez, vous avez +1 à tous les tests d'attaque liés à la finesse. Alors, enfant des rues, bon, voilà. Pourquoi le bonus, c'est toutes les règles d'attaque, quoi. Bon, pourquoi pas. Mais bon, voilà, les points de vie de base, sorcellerie, aucune. Le peuple des steppes, bon, ok. Pourquoi pas dire les Irkaniens? Bon, vous allez me dire, il y en a des autres, hein, il y a l'Iranistan et compagnie, mais bon, c'est... voilà. Où je suis pas fan, c'est d'avoir une généralité, c'est que ne pas avoir dans le détail, en fait, des origines. Ça m'embête un peu. Vous allez me dire, bon, il suffit un peu d'imagination, je suis d'accord avec vous. Ah, mais bon, voilà. C'est mon côté râleur, ronchon. Donc, vous voyez, pour l'instant, machin. Natif des contrées civilisées. Bon, ok. Vous avez +2 à vos tests d'esprit. Ah, ça c'est marrant, natif des contrées civilisées, vous pouvez très bien, si vous êtes natif des contrées civilisées, jouer quelqu'un qui a été élevé dans les gardes des grandes villes civilisées, quoi. Donc pourquoi vous avez un +2 en test d'esprit? Parce que là, on vous en fait, vous commencez à compétence défense surnaturelle, on vous en fait presque un sorcier, c'est un peu con. Enfin, c'est un peu con. C'est un peu dommage. Et là, vous avez la sorcellerie. Vous pouvez acquérir des compétences de sorcellerie appartenant à la discipline de sorcellerie alchimie. Donc vous allez pouvoir devenir un alchimiste. Et là, ça se complique un peu. Parce que là, on a venu d'ailleurs. En fait, venu d'ailleurs, c'est que vous venez d'un autre pays que personne ne connaît ou que vous ne voulez pas que les autres connaissent. Et sorcellerie, bah, vous pouvez avoir des compétences de sorcellerie appartenant à 2 disciplines de sorcellerie, votre choix. Là, on commence à arriver un peu dans le what the fuck, je trouve. La lignée de Jebel Sag, donc là, Jebel Sag, c'est le dieu des bêtes, en fait. Hein. Voilà, et pour faire un bon vieux chaman des forêts, hein, un peu le dessin. Vous pouvez uniquement acquérir des compétences appartenant aux disciplines d'alchimie et de magie blanche. Magie blanche, j'ai beaucoup de mal dans le monde de Conan. Mais bon, je crois qu'on en parle une fois, Howard en parle une fois dans ses nouvelles. Et là, non. Hein, parce qu'avant le monde de Conan, il y avait l'Archéron. L'Archéron qui était comment ça s'appelle? Un royaume qui a existé pendant des millénaires. Et donc, vous pouvez être quelqu'un dont sa lignée remonte à l'Archéron et tout d'un coup qui entend grosso modo des voix dans sa tête qui l'amènent à vouloir, je sais pas quoi d'ailleurs, retourner vers les philosophies de l'Archéron. Alors, sachant que l'Archéron, c'était pas des sympas, hein, les sorciers de l'Archéron. Hein. Et là, vous pouvez acquérir des compétences de sorcellerie appartenant à un nombre quelconque de disciplines. Alors là, c'est open bar. Ok. Alors, je rappelle quand même que bon, je rappellerai plus tard. Engeance démoniaque. Alors là, non. Là, clairement, engeance démoniaque, vous allez jouer un personnage qui est d'une engeance démoniaque. Alors là, pour moi, ça colle pas du tout au lore de Conan. Des démons, ouais, il peut y en avoir. Mais dans ce cas-là, en gros, le monde entier va les pourchasser, enfin pas les pourchasser, mais les haïr. Hein. La sorcellerie est vue comme quelque chose de mal. Je vous parle même pas des démons. Que vous mettez ça comment, en fait, dans un groupe? Alors, je pense que c'est fait surtout pour le public américain. Hein, et puis, il y a bien la sorcière hein, dans Conan
de 1982, mais bon, voilà, non, là, franchement, non. Entre l'Archéron, Gebelstag et les engeances démoniaques, là, j'ai un peu de mal. Bon, toujours est-il que, effectivement, on a... alors, j'ai pris des notes avant que Igor débarque. Donc, qu'est-ce que j'avais pris comme note? Bah, pas grand-chose de plus. Création du personnage. Oui, moi, feuille de création. Oui, il y a 10 archétypes, voilà. Et donc, pour résumer, quand vous choisissez un archétype, enfin, c'est une origine et un archétype hein, aussi. C'est ça qui est un peu le problème pour moi. C'est les deux mélangés. Donc, en fait, vous avez des points de vie qui vont être la base de votre personnage. Et vous avez un bonus en gros à une compétence, hein, en général, et savoir si vous allez pouvoir utiliser ou non la sorcellerie, et si oui, quel type. Voilà. Ça, en gros, c'est le truc. Alors maintenant, le personnage en lui-même, je vais vous montrer ça à travers sa feuille de personnage, à travers sa feuille de perso. Voilà. Un petit crayon, Fred, ce serait pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a des attributs. Vous voyez, les attributs, bon, à peu près un peu classiques. Hein. On a la force, la finesse, la ténacité et l'esprit. En dessous, à chaque fois, on a un attribut. En fait, ça, c'est une valeur. Hein. La valeur entre 1 et 6 à la création. Elle peut monter jusqu'à 8 avec l'expérience. Donc là, vous avez une valeur pour la force, la finesse, la ténacité et l'esprit. Et vous avez un dé associé. Le dé est complètement décorrélé de la valeur de l'attribut. On commence avec un D6. Vous allez voir ce que c'est. Un dé à 6 faces. Avec l'expérience, on peut le monter à dé à 8 faces et à dé à 10 faces. Vous allez comprendre très vite à quoi ça sert quand je vais vous expliquer le système. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des défenses. Défense physique et défense magique. Alors, pour résumer, la valeur de défense, ça va être le degré de difficulté que votre adversaire va devoir égaler ou dépasser pour vous toucher. Pareil pour un sort. Ici, là-haut, vous avez le dé de prouesse et des points d'héroïsme. Qu'est-ce que c'est un dé de prouesse? On commence avec un dé 10. Et c'est un dé que vous allez lancer en plus à chaque fois que vous lancez un dé, vous lancez votre dé de prouesse. Votre dé de prouesse commence à D10 et il peut descendre à D8, D6. Et c'est là qu'il y a un comment dire, des fois ça peut mener à une confusion. C'est-à-dire que sur vos attributs, plus le dé a de face, plus c'est fort. Pour le dé de prouesse, c'est le contraire. Du coup, c'est un peu contre-intuitif, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Après, bah voilà, vous avez des points de vie, c'est tout à fait classique. Et en gros, c'est tout, parce que le reste, ça va être des compétences. Enfin, c'est tout. On va parler des compétences, mais pour le reste, en fait, c'est tout au niveau de ce qui va qualifier votre personnage. Hein, alors, je vais un peu détailler le truc, c'est-à-dire que la défense physique, c'est égal à votre finesse plus 2, plus vos bonus de compétences. La défense magique, c'est votre esprit plus 2, plus vos bonus de compétences si vous en avez. Et les points de vie, c'est les points de vie de base, donc celles que je vous ai montrées tout à l'heure en vous parlant des archétypes. Et à ça, vous ajoutez 2 fois votre valeur d'attributs. Sachant au début, quand vous créez un personnage, vous avez 16 points d'attributs que vous pouvez répartir entre ces 4 caractéristiques, on va dire. Le minimum, c'est 1, le maximum, c'est 6. Donc en moyenne, si vous répartissez ça uniformément, c'est 4 partout. Voilà. Après, vous allez avoir des variations en fonction. Voilà. Alors ça, c'était déjà le premier point au niveau des règles. Alors, je veux vous parler quand même des compétences au départ, parce que vous allez... Alors, il n'y en a pas 50, hein, ce n'est pas un jeu à compétences, hein, le jeu est relativement
simple, mais c'est pas une critique de dire que le jeu est simple. Le jeu est simple d'utilisation, donc c'est plutôt bien. Voilà. En fait, au début, vous avez... Alors, c'est pour ça. Je vais y arriver. Voilà. Compétences de départ. Au départ, vous avez un tableau avec les compétences. Vous voyez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une quinzaine de compétences. Vous avez 3 points. 3 points d'XP. Pourquoi on parle d'XP au départ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir retaper dans ce tableau-là quand vous gagnez des points d'ex dans la partie. Et il y a d'autres tableaux, en fait, qu'on appelle des compétences héroïques, que vous allez pouvoir taper aussi en gagnant des points d'ex dans la partie. Mais les compétences de départ sont notées là. Donc, vous voyez, vous avez 3 points, donc vous allez pouvoir acheter 3 compétences niveau 1. Donc, au maximum, vous aurez 3 compétences à la création de votre personnage, ou au minimum une seule, c'est-à-dire que vous avez prouesse améliorée. Là, vous avez amélioré votre dé de prouesse, et il va passer de D10 à D8. Comme je vous ai dit, plus le dé de prouesse baisse, plus c'est mieux. Plus le dé d'attribut monte, mieux c'est aussi. Vous voyez, c'est complètement inversé. C'est un peu le défaut du système, je trouve. Voilà. Les compétences de sorcellerie, pouvoir terrifiant, blablabla, ces sortilèges proviennent de démons, d'entités extraterrestres. Le problème, c'est que vous allez voir, on n'est pas en adéquation. Donc vous allez pouvoir en choisir si votre archétype, si votre origine le permet. Et en gros, vous allez terminer votre personnage. Alors dans les compétences, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple, pour donner quelques exemples, on a attaque éclair. Vous dépensez un point d'héroïsme. J'y viendrai après parce que j'en ai pas parlé. Au début, vous en avez 4. Et vous effectuez une attaque suivie de 2 actions de déplacement. Cet enchaînement ne compte que pour une action. Vous avez charge, vous dépensez un point d'héroïsme, vous effectuez 2 actions de déplacement. Suivi d'une attaque de mêlée. Cet enchaînement ne compte que pour une action, etc. etc. Pot de fer, ça augmente le maximum de points de vie de 3. Ouais. Ça va être les compétences de départ. Voilà. Donc, voilà. Bon, après, je vais rentrer dans le détail du système. Hein. Voilà. En tout cas, pour créer un personnage, c'est tout. Donc, c'est relativement simple et relativement rapide. Hein. On va pouvoir obtenir un personnage jouable très rapidement, ce qui est pas si mal que ça. Ce que je regrette, c'est un peu cette histoire d'archétype mélangé avec l'origine. Ça m'embête un peu. Et bon, c'est que mon avis. Maintenant, je vais vous parler du système. Donc le système. Est-ce que j'ai un crayon de papier que je fous par terre? Alors, oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le dé d'attribut est toujours D6 au départ. Donc vous avez... Alors, admettons que j'ai réparti tout ça d'une manière tout à fait uniforme. Je vais mettre 4 partout à mon personnage. Ah. Compétence. Est-ce que je pourrais avoir une compétence intéressante? On va dire qu'il est bagarreur. Alors, bagarreur, ça fait... +1 ou 2 gars en mêlée. Ça m'a coûté 2 points. Il me reste 1 point. Je vais prendre pot de fer. Qui me donne +3 en point de vie. Donc dans ce cas-là, on va faire le tout. C'est-à-dire ma dépense physique, ça va être finesse 4 plus de 6. C'est tout, 6. On va me toucher assez facilement à mon avis. Hein. Et
magique, ça va être mon esprit qui vaut de 4, plus 2, 6 en défense magique. Ouais. Et c'est un peu, si vous répartez, vous êtes moyen partout, bon nulle part, voilà. Mon dé de prouesse, c'est un dé 10. Et mes points d'héroïsme, j'en ai 4. Et mes points de vie, alors disons que, je sais pas quoi, je vais prendre un perso tout à fait, bah voilà, je vais faire Fille du Nord. Donc j'ai plus un. Alors, j'ai mis ça en compétence magique, c'est con, j'aurais dû le mettre là. Bon, c'est pas grave. C'est toujours que pour mon bonus d'origine, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus un au dommage, aux dégâts de mêlée. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. J'ai déjà pot de fer, donc ça, ça ne coûte rien, pot de fer. Voilà, il faudrait que j'en prenne un autre. Je vais faire, défense surnaturelle. Et ça va me donner plus en magie, donc je vais avoir une défense magique de 7. Voilà, et en gros c'est tout. Et mes points de vie, bah, je vais avoir 32 points de vie, 32 points de vie plus 2 fois ma ténacité, 32 points de vie plus 8, donc je vais avoir 40 points de vie. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu le système. Donc comment ça marche? Alors, de base, pour réussir une action, c'est relativement classique, hein, on n'a pas inventé non plus le fil à couper le beurre ici. Ça va être la valeur d'une caractéristique. Donc là, bah, j'ai mis 4 partout, donc ça va être 4. Plus le dé. Enfin, je vais lancer le dé associé à ma caractéristique plus sa valeur. Donc là, je vais lancer un dé 6 plus la valeur de ma caractéristique. Donc là, bah, j'ai mis 4 partout, ça va être 4. Et je vais devoir dépasser, égaler ou dépasser une valeur de difficulté que l'on trouve, des prouesses, je vais vous expliquer, que l'on trouve ici. Donc, pour quelque chose de modéré, ça va être une difficulté entre 7 et 9. Admettons que j'ai une difficulté de 8. De 8 en force, je ne sais pas, pour défoncer une porte, le maître de jeu m'a dit difficulté 8. Donc, j'ai lancé mon D6 de force, qui est ici, plus 4. Et le dé de prouesse, vous le lancez en plus sur chaque... à chaque fois que vous lancez des dés, vous ajoutez le dé de prouesse qui est là, donc qui est un dé 10. Donc là, je vais lancer. Donc là, je fais 5 plus 4, 9. Puis là, je fais 10 en plus. Alors, 5 plus 4, 9. De toute façon, j'avais dit 8, donc c'est réussi. J'ai défoncé la porte. Le dé de prouesse fait 10. Intéressant, parce que en fait, le dé de prouesse ne fait un effet uniquement si vous arrivez sur le chiffre maximum de son dé, du dé de prouesse. Donc 10 sur un dé 10, 8 sur un dé 8, 6 sur un dé 6. Bien sûr, voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est ici. Le truc, mon avis, le plus courant, c'est réussite. C'est-à-dire que si votre dé de caractéristique plus son attribut vous donnez un échec, si vous faites le maximum sur votre dé de prouesse, c'est que vous avez fait une prouesse et vous pouvez transformer l'échec en réussite. Relativement simple. Là, ici, j'ai réussi les deux. Donc, hein, parce que mon 5 plus 4, 9 était supérieur à 8, donc c'est une réussite. Et mon dé de prouesse fait 10. Donc, j'ai réussi. Et dans ce cas-là, comme j'ai quand même fait une prouesse, mais que j'en avais pas besoin pour réussir l'action, dans ce cas-là, il n'est pas perdu. Je peux l'utiliser pour autre chose. En l'occurrence, je peux l'utiliser pour gagner un point d'héroïsme. Sorcellerie, là, on s'en fout, c'était pas de la sorcellerie. Et coup critique, on s'en fout aussi. Je n'étais pas dans un jet de dégâts. Pourquoi? Parce que quand vous lancez les dégâts d'une arme, alors là c'est classique, hein, une arme elle va faire un dé quelque chose, machin.
et vous lancez, alors mettons que j'ai mon arme, elle fait un D6, qu'elle fait un D... Bon, on verra pour les dégâts plus tard. Mais sur le dé de prouesse, si je fais le maximum de mon dé au niveau des dégâts, bah, je fais un coup critique, et en gros, je double les dégâts de mon arme, grosso modo. Voilà. Et en gros, quand je vous ai dit ça, vous avez quasiment tout le système, hein. Donc ça, c'était pour résoudre une action. Le combat, c'est exactement pareil, hein. Ça va être pour les armes de mêlée, on va jouer ça sur la force. Pour les armes de jet, on va faire ça sur la finesse. Pour les armes de trait, on va faire genre l'arbalète, on va faire ça sur la finesse. Et pour la magie, on va faire ça sur l'esprit. Et au lieu de battre une difficulté, vous allez devoir égaler ou surpasser en fait la défense de votre ennemi. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Donc l'héroïsme dans le jeu enfin, les succès normaux dans le jeu, c'est votre dé d'attribut plus sa valeur d'attribut qui doit dépasser un certain succès, en sachant que, bah, par exemple, là, j'ai un D6 et je peux faire 6 au maximum et j'ai un attribut de 4, donc je peux réussir une difficulté de 10. Si ma difficulté est de 11, je ne la réussirai jamais, sauf à faire une prouesse si mon dé de prouesse arrive sur sa face maximum. Là, vous avez en gros compris, tout le système, il est là. Alors, il y a un truc supplémentaire avec les points d'héroïsme, hein, parce que on est dans Conan et on veut que ça soit héroïque un peu quand même. Donc, un peu beaucoup, il faut que ça soit héroïque. Et les points d'héroïsme sont là pour en fait, ça va être ceinture et bretelle, hein. Vous avez non seulement le dé d'héroïsme, mais en plus vous avez le dé de prouesse, et vous avez en plus ces points d'héroïsme qui peuvent être utilisés de différentes manières, en sachant que vous n'en avez que 4, hein, donc ça va être vite fait. Qu'est-ce que vous avez quand vous dépensez un point d'héroïsme? Vous pouvez effectuer une action supplémentaire, ça peut être une attaque supplémentaire. Vous augmentez de 1 le résultat de votre dé de test, ou de 2. Dans ce cas-là, vous dépensez 1 ou 2 points d'héroïsme, en sachant que, vous voyez, ça va quand même descendre relativement rapidement. Ignorer les effets de l'encombrement, ouais, bon, ça on s'en fout un peu. Augmenter la portée d'une arme, ok, d'accord. On peut également augmenter les dégâts en fait d'une arme. Donc voilà. Donc en fait, il faut retenir dans ce jeu, l'héroïsme se tient à 2 facteurs, le dé de prouesse et les points d'héroïsme. Points d'héroïsme qui se regagnent en gros à la fin d'une partie, ou quand vous réussissez une prouesse et que vous n'aviez pas besoin de cette prouesse pour réussir votre test. Et en gros, c'est tout. Vous avez quasiment tout le système là, hein. Au niveau du combat, bah, comme je vous ai dit, il faut battre la défense physique ou magique, on va y venir, de votre adversaire. Et au niveau des dégâts, bah, en fait, c'est un peu classique, c'est-à-dire que vous avez les dégâts. Alors, j'avais noté, voilà. Alors, les dégâts. Les dégâts en mêlée, c'est votre... Ma feuille de personnage. C'est votre valeur de force, donc la valeur, donc la 4, plus le jet de l'arme. Vous voyez, chaque arme, bah, ça c'est classique, hein, gourdin, dague, machin, un des 4, masse d'armes, un des 6, épieu de guerre, un des 10, voilà. Donc, votre valeur d'attribut, plus le dé de dégâts de l'arme, et en plus, effectivement, vous lancez, alors, plus les compétences, hein, comme je vous ai dit là, par exemple, moi j'ai bagarreur, j'ai un plus 1 en dégâts en mêlée, et donc j'ai plus 2 déjà. Ah, oui, mon personnage a plus 2. Alors, admettons que j'ai touché mon adversaire. J'ai quoi? J'ai une masse d'armes, donc je vais lancer un des 6. Je vais lancer mon dé de prouesse. Je vais ajouter 4 parce que j'ai 4 en force. Donc là, je vais faire 2. Alors oui, là, c'est raté, donc il ne compte pas. Enfin, c'est raté. J'ai fait 5, donc c'est pas une prouesse. Donc je vais faire 2, plus ma force, 4, ça fait 6, plus bagarreur, 7, plus mon origine,
8. Ça va faire 8 points de dégâts. À rapprocher, effectivement, de mes 40 points de vie que j'ai. En sachant, toujours pareil, pour que ça soit héroïque, au niveau des adversaires, vous avez des adversaires, des protagonistes, des antagonistes, en fait, qui utilisent les mêmes règles que les personnages. Et en fait, vous avez des figurants qui ont un certain nombre de points de vie qui sont beaucoup plus faibles, que vous pouvez éliminer en un coup si vous dépassez leur point de vie. Mais si non, en fait, une fois qu'ils ont été touchés, la deuxième fois où ils sont touchés, il est mort, quoi. Donc en gros, pour un figurant, il suffit de le toucher 2 fois, quels que soient ses points de vie. Voilà. Alors en sachant qu'en plus, comme je vous ai dit, quand vous faites une prouesse sur les dégâts, dans ce cas-là, vous faites dégâts maximum. C'est dégâts maximum. Non, vous doublez les dégâts près de la... On va reprendre et pas dire n'importe quoi. Coup critique, ouais, c'est ça. Quand vous faites les dégâts, lancez les dés de dégâts et que vous faites une prouesse, dans ce cas-là, vous pouvez infliger un coup critique. Dans ce cas-là, vous infligez le dégât résultat maximum correspondant au dé de dégâts de l'arme. Et c'est tout. Voilà. Et vous doublez si c'est un indice fixe. Alors, voilà. Bon, je reviendrai après. Bon, voilà. Voilà pour le système de résolution d'action et le système de combat. Alors, ça veut dire quoi? Si on résume tout ça, ça veut dire que le dé de prouesse, en fait, c'est l'exploit inattendu. C'est-à-dire que si le dé de prouesse tombe sur le maximum de face de votre dé, eh ben, vous avez fait quelque part un critique. C'est vraiment l'exploit inattendu. Et c'est le plancher héroïque aussi. Le plancher héroïque, ce que j'appelle le plancher héroïque, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, vos attributs au départ, ils ont un D6. Vous lui ajoutez la valeur de votre attribut. Donc, par exemple, là, j'ai 4 dans mon exemple. Ça veut dire que le maximum que je puisse faire, c'est 6 plus 4, ça veut dire 10. Ça veut dire que si j'ai un seuil de difficulté à 11, je ne peux pas réussir. Le seul moyen, c'est ça que j'appelle le plancher héroïque. Le plancher héroïque, c'est la valeur maximum sur un dé. Dans ce cas-là, vous allez transformer sur un dé de prouesse. Dans ce cas-là, vous allez faire une prouesse. Et dans ce cas-là, vous allez transformer votre échec en succès. Hein, donc, ça peut aller... en fait, vous avez 10% pour réussir n'importe quelle action. Et en sachant que vous allez pouvoir remonter votre dé de prouesse jusqu'en D6. Et D6, ça doit être 16%, je crois. Comme ça, de mémoire. Voilà. Donc, le dé de prouesse, c'est ça. Alors bon, tout ça, c'est pas rose. Donc c'est bien, ça vous donne des actions héroïques, hein, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas, il faut qu'il y en ait. Par contre, c'est un peu contre-intuitif, parce que d'un autre côté, vous avez des dés d'attributs, plus il augmente, hein, il peut aller jusqu'au dé 10, plus vous êtes fort. Par contre, le dé de prouesse, c'est plus il baisse que vous êtes fort. C'est un peu contre-intuitif sur le coup, quoi. Et surtout, il y a un petit autre problème dans le système, c'est-à-dire que dès que, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur mes exemples, on va reprendre la feuille de personnage, pour simplifier, j'ai mis la même valeur partout, donc je lance un D6 et je lui ajoute 4, qui est la valeur de mes attributs. Ça veut dire que je vais pouvoir réussir jusqu'à un succès de 10. 6 plus 4, 10. Si la difficulté est de... Alors, je vais pouvoir réussir une difficulté jusqu'à difficulté de 10. Si la difficulté est de 11, je ne peux compter que sur mon dé de prouesse. Et du coup, si la difficulté est de 11, de 12, de 13, de 50, de 99, de 328, c'est exactement pareil. Et c'est un peu ce que j'appelle ici le mur de l'indifférence, en fait. Hein. La difficulté, en fait, à un moment donné, elle ne veut plus rien dire.
Une fois qu'elle a dépassé un certain seuil, elle ne veut plus rien dire. Alors, les tableaux de difficulté, il est open, hein, d'ailleurs, hein, vous voyez, une action épique, c'est 13 ou plus. Mais à la limite, si vous ne pouvez pas réussir votre 13 avec votre dé d'attribut plus votre valeur d'attribut, vous pouvez mettre 13, vous pouvez mettre 14, vous pouvez mettre 15, vous pouvez mettre 20, on s'en fout, quoi. Parce qu'en fait, le seul succès possible, ce sera le dé de prouesse. Voilà. Voilà un peu ma critique, en fait, du système qui est pas trop mal dans l'ensemble, mais qui est un peu bancal sur ce... Enfin, bancal. Le mot est fort. Qui atteint sa limite, en fait, à ce niveau-là. Voilà. Voilà pour le système. Oui, alors en sachant que pour les armes de jet, comme je vous l'ai dit, on rajoute le dé. Alors c'est pas très clair parce qu'à un moment donné, on vous dit de rajouter de finesse ou la force. Alors je sais pas trop sur les armes de jet si on rajoute la finesse ou la force. C'est pas très clair. Donc pour un arme de jet, on va vous rajouter, admettons qu'on rajoute la valeur de finesse à votre dé. Par exemple, le javelot fait un D6. Vous avez une finesse de 4. Donc ça, même plus, on va dire 6, on va dire, donc vous allez faire un D6 plus 6 avec votre javelot. Par contre, pour les armes de trait, là, vous ne les ajoutez pas, c'est uniquement la valeur du dé. Ça veut dire que une arbalète lourde fera toujours un D10 plus 1, et pas plus. Donc à la limite, vaut mieux avoir un javelot. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une arbalète en action. Et je pense que les concepteurs non plus. Bref, voilà, c'est les petits détails, hein, parce que j'aime bien chercher les petits détails. Et là, je vais vous parler de quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est la sorcellerie. La sorcellerie dans ce jeu. Alors, on a de l'alchimie. Alors, la sorcellerie, vous avez de l'alchimie, vous avez de la magie noire, jusque-là, de la démonologie, de la nécromancie, de la magie blanche, ça j'ai plus de mal. Mais grosso modo, on va dire que ça respecte en fait le lore et l'univers de WoW. Sauf que pour utiliser de la nécromancie, par exemple, c'est un peu pareil sur les autres magies. Vous allez devoir dépenser ou des points d'héroïsme ou des points de vie. Et ça, l'XP, c'est simplement quand vous gagnez des points d'expérience que vous achetez le sort. Donc, par exemple, pour lancer toucher glacial, je dépense un point d'héroïsme. C'est tout. Pour invoquer un fantôme, je dépense 4 points de vie. Alors, tout ça, c'est bien gentil. C'est très simple, on est bien d'accord. On est dans de la magie où vous dépensez des points de vie pour vous montrer qu'elle n'est pas sans conséquence. Mais bordel, où est la relation avec les pactes, avec les démons? Des démons, c'est des entités surnaturelles qui donnent la puissance aux sorciers. Hein, par exemple, ce que je joue avec le système de Modiphius et avec un de mes joueurs préférés qui me joue un sorcier du Kitai qui commence un peu à perdre pied. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il augmente de pouvoir, eh ben, ça lui coûte. Pourquoi? Parce qu'il passe des pactes avec un démon. Là, non, c'est simplement quantifié avec des points. Très honnêtement, c'est très décevant, quoi. Là, j'aime pas du tout. Animation des morts, bah voilà, hein, vous êtes quand même là dans un monde où, en fait, où la sorcellerie est quand même un peu honnie dans tous les royaumes. Et là, bah, pour animer des morts, bah, c'est pas grave, hein, si vous avez le sort, vous dépensez 10 points de vie. Alors, mon personnage n'aurait pas pu utiliser la magie, hein, parce que c'était un fils du Nord. Mais un autre... le venu d'ailleurs, il a 26 points de vie, plus 2 fois 28, ça fait, il a 34 points de vie, il dépense 10 points de vie, ça va, il lui en reste. On va me dire, il en dépense un tiers. Ouais, d'accord, il dépense un tiers de ses points de vie, et il relève 4 guerriers squelettes. Et il n'y a aucune autre conséquence, quoi. Vous pouvez même imaginer, parce que rien ne l'empêche d'avoir dans le groupe
Alors, sauf le roleplay, sauf le machin, mais au niveau des règles, il n'y a absolument rien. Un sorcier qui fait de la magie blanche et qui le recharge. Hein, pourquoi pas? Bon. Et les trucs de guérison pour soigner une cible, les cures lightoon de donjon, là, j'aime pas trop, quoi. Mais bon, ça c'est la magie blanche, ça c'est peut-être moi, hein. Mais pour le reste, non. Le reste, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord avec la vision. En tout cas, ça ne n'est vraiment pas avec ma vision de la magie ou de la sorcellerie du monde de Ward, quoi. Voilà, on va pas arrêter plus loin. Je vais pas casser plus de sucre sur le dos, mais la magie, alors on va me dire, on joue pas. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, il fallait pas le mettre. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais? Alors, je suis en train de regarder un peu mon plan. Ah oui, bon. Voilà. Donc, en gros, je vais arrêter là sur le système. Vous aurez compris qu'il est relativement équilibré avec quand même des défauts de limite, avec peut-être aussi il y a comment dire? Euh, on a des forces de palier qui sont un peu trop fortes. C'est-à-dire, par exemple, si je veux réussir une action avec mon personnage qui a un D6 plus un D4, si la difficulté est de 5, il a 100% de réussite. Si elle est de 11, on dépasse ce qu'il peut faire. Donc en fait, il ne compte plus que sur son dé de prouesse. Donc on passe à une difficulté de 5 avec 100% de difficulté à une difficulté de 11 avec en gros 10%. Le gap est peut-être un peu... Le palier est peut-être un peu beaucoup, quoi. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais continuer à vous montrer un peu ce qu'il y a dans ce livre de base. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a effectivement la manière de développer vos personnages. Donc vous allez donner des points d'expérience, hein, c'est pas énorme, hein, vous allez en donner, on vous conseille d'en donner entre 1 et 3 à la fin de chaque, voire même plutôt 1 en fait à la fin de chaque session. Vous pouvez les cumuler, vous pouvez les accumuler, et vous allez dépenser des points d'expérience pour obtenir des compétences. Alors, compétences qui vont agir comme celle-ci, par exemple, bagarreur, mais des compétences qui vont pouvoir augmenter votre dé d'attribut, qui vont pouvoir baisser votre dé de prouesse, ou qui vont pouvoir augmenter vos attributs. Hein. Genre, par exemple, alors, il y a... il y a quelques compétences héroïques. Aussi, il y a des compétences, je les trouve peu chères par rapport à ce que ça fait, que tout le monde va le prendre en palmant, par exemple. En palmant, c'est vous dépensez un point d'héroïsme et vous doublez le montant des dégâts infligés par une arme de jet. Ça coûte un point d'ex. Qu'est-ce qui va pas le prendre? Personne. Tout le monde va le prendre, je pense. Vous voyez, réflexe, c'est clair. Pour 3 points d'expérience, vous montez de 1 la valeur d'attribut de finesse. Là, pour 4 points d'expérience, vous augmentez le dé d'attribut de finesse, enfin, le dé d'attribut de carac, et on va jusqu'à 6 points. Vous augmentez le dé d'attribut de force de D8 à D10, en sachant que le dé d'attribut D10, c'est le maximum. Voilà comment on augmente les personnages, grosso modo. Ensuite, on a ce qu'on a appelé les rencontres, grosso modo, c'est le bestiaire. Et le bestiaire, à chaque fois, on vous décline, là par exemple ce sont des gardes humains, on vous le décline entre des sbires, hein, vous voyez, alors ils n'ont pas des points de vie, tout à l'heure j'ai dit points de vie, c'est une erreur, c'est un seuil de résistance, si vous lui faites plus de dégâts que son seuil de résistance, il est mort, si vous lui faites moins de dégâts que son seuil de résistance, il mourra au prochain coup, ça c'est les sbires. Vous voyez, ça aussi. Alors, des sbires de différents niveaux. Ça, c'est intéressant parce que c'est modulable assez facilement au niveau du système. Et puis, là, vous avez l'antagoniste, par exemple, qui est le capitaine de la garde. Donc, vous voyez, il y a ses caractéristiques de force avec ses dés d'attributs. Il a aussi des compétences. En fait, il joue sur toutes les règles, comme les règles pour les personnages joueurs. Donc là, on a des barbares, des pictes, des adorateurs, des pirates, des cavaliers des steppes, des sorciers. Donc j'ai éliminé les statues vivantes, on va rentrer un peu dans le... Et ça, c'est bon, le bestiaire est quand même bien en rapport en fait, avec le monde de Ward. Là, il n'y a aucun problème. On a les momies, les fantômes, les vampires,
Le fléau de Seth, hein, on rentre dans les abominations, les ghouls, les géants noirs. Alors, ça aussi, ça c'est très très Conan. Hein, je ne sais plus dans quelle nouvelle ils apparaissent, ceux-là. Ceux des profondeurs, bah, c'est les profonds. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un rapprochement entre Lovecraft et Ward. Les dragons des jungles que vous allez pouvoir trouver au Kitai, les géants du gel que vous allez pouvoir jouer en Asgard ou à Valheim, les démons mineurs, les cauchemars ailés. Vous voyez, voilà. Vous avez de quoi faire au niveau du bestiaire, les scorpions géants. Alors, il n'y a pas les singes volants, c'est marrant, parce que c'est un monstre assez... ouais, vous avez les hommes singeries, mais on n'a pas les singes volants, et ils apparaissent en fait dans les comics, si je me rappelle bien. Donc voilà, donc au niveau du bestiaire, c'est assez fourni, c'est très cohérent par rapport au monde. Je n'ai rien à dire là-dessus, ça marche très très bien. Enfin, ça marche très très bien. Ce qui est proposé, on peut toujours proposer plus, ça on est bien d'accord. Mais là, vous avez de quoi faire sans aucun problème. On va terminer par le livre de base, car dans le livre de base, on a 3 scénarios, appelés ici récits. Voilà, 3 récits. Là, ça se gâte pas mal. Pourquoi? On commence, le premier, c'est le Tertre du Roi. Alors, le Tertre du Roi, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Vous prenez le Conan de 1982, quand Conan arrive dans le tertre des squelettes poursuivi par des loups, c'est le scénar. C'est l'introduction, hein, je n'y vois pas de problème, hein, au contraire. D'ailleurs, la difficulté des scénars est mesurée par des corbeaux. Un corbeau, c'est un scénar d'introduction. 2 corbeaux, il est un peu plus machin. Et 3 corbeaux, c'est quelque chose d'assez travaillé. Et d'ailleurs, on le reprend, un festin pour les loups. Hein, voilà. Et c'est exactement le même scénar. C'est-à-dire que vos personnages sont poursuivis, blessés, sans armes, arrivent dans un tertre. Ils vont, alors je vais faire du spoil, hein, tant pis, et ils vont trouver en gros des armes sur des squelettes qui vont certainement être obligés de combattre, et ils vont sortir du tertre, et là ils vont être armés, et ils vont pouvoir combattre les créatures qui les ont poursuivis au départ. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on peut trouver dans le, dans le film avec Chorcy. Ensuite, on a le saut d'Archéron. Alors, le saut d'Archéron, j'ai beaucoup de mal. Le saut d'Archéron, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le saut d'Archéron, c'est un des scénarios qui est disponible dans le kit de découverte. Qu'on le remette dans le livre de base, pourquoi pas? Mais j'ai un peu l'impression de le payer alors qu'il était gratuit, quoi. En tout cas, c'est pas un plus pour ceux qui ont déjà eu le kit, qui ont déjà fait jouer le kit de découverte, parce que c'est le même. Hein, commence dans une taverne, machin, c'est le même scénar, voilà. Donc le remettre dans le livre de base, bon, j'aurais préféré quand même avoir un scénario un peu original. Et alors, le dernier scénar, j'ai mis bof, bof, bof. Ah oui, parce que alors là, non. Là, non. Là, non. En fait, vous êtes dans un village et vous allez subir des assauts de barbares. Donc, vous allez organiser la défense de ce village. Très bien. Et donc, en fait, voilà, vous avez le premier assaut, interlude, ils sont là. Second assaut, super, interlude. Et assaut final. Et voilà, et fin du scénar. Bon, non, c'est complètement indigent. Hein. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais parce que j'aurais préféré dire autre chose. Mais là, non, c'est indigent. Voilà, voilà. Bon, bref, donc les scénars, on oublie, hein, à part le scénar d'intro, si vous avez des joueurs qui ne connaissent pas le monde de Conan ou qui ne sont pas qui ne connaissent pas les jeux de rôle, c'est très bien. L'autre, le deuxième, bah pourquoi pas, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas lu, vous n'avez pas joué, vous n'avez pas téléchargé le kit de démarrage. Et le dernier, celui-là, vous l'oubliez tout de suite. On a voulu reprendre le jeu de plateau du Conan de Monolith, mais le jeu de plateau, et en faire un scénar avec, et c'est une très très mauvaise idée. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur ce livre de base de Conan de Monolith. Alors, qu'est-ce qui vient avec?
Alors il vient par contre, il vient un écran. Alors l'écran, lui, par contre, est très très chouette. Moi j'aime bien. Je sais pas si vous le voyez bien, l'écran. Voilà. Alors, de l'autre côté, bah, vous avez toutes les tables du jeu hein, qui sont bien présentées, donc il n'y a aucun problème. Vous avez, en qualité de production, c'est vraiment c'est du chouette, chouette, hein, c'est épais, c'est beau matos. Là, on ne s'est pas foutu de votre gueule. Ça, c'est vraiment bien. Et alors là, vous avez ensuite deux autres, deux autres bouquins qui sont les Chroniques Iboriennes, livre 1, livre 2. Je n'ai pas assez insisté sur la qualité en fait des illustrations de ce jeu. Et là, vous voyez, là, on est vraiment dans du Conan pur jus. Ça, c'est vraiment une réussite. Alors, qu'est-ce que c'est les Chroniques Iboriennes? Bah, à chaque fois, ce sont des recueils de scénarios. Et ça, je dois bien vous l'avouer que pour l'instant, je ne les ai pas lus. Donc, dans le premier ouvrage, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scénarios, vous voyez, avec ces notions de corbeau. Hein, Tempête sous Tarente. Alors j'ai commencé à lire Tempête sous Tarente, lui il a l'air pas mal et ça a l'air vraiment là on est bien dans de l'ambiance howardienne. Et le Chronique Iborienne, le deuxième bouquin, pareil, c'est un recueil de scénarios et là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 18 scénarios, il y a de quoi faire et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je ne vais pas, par contre, m'avancer sur la qualité des scénarios, car j'ai été un peu déçu, voire vraiment beaucoup, de ce qu'on pouvait avoir dans le livre de base. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour. Je vais passer un peu à ma conclusion. Alors, le positif. Alors, le positif, c'est un système, on va dire simplicité et modularité. C'est un système, en fait, avec que le système attribue plus des prouesses, c'est fondamentalement simple et fonctionnel. Donc ça c'est chouette. Il a un énorme avantage, il est modulable, hein, parce que vous pouvez du coup créer des antagonistes avec ces valeurs et le moduler en fonction. Ça marche très très bien. Et en fait, il est modulable très facilement, c'est ça que je veux dire. Hein, pour nuancer les profils, c'est très très bien. Euh, au niveau du lore, c'est superbement bien écrit. J'ai adoré, vraiment adoré toute l'historique en fait du monde ivoirien. C'est vraiment très chouette. Pareil pour l'histoire de Conan, si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez qu'à travers les films, ben là vous avez un résumé du barbare héroïque de Ward, hein, voilà, qui va, qui va sans doute vous amener à vouloir lire en fait les nouvelles de Ward. Hein. Donc voilà. Donc système simple, système qui marche, système héroïque, sans doute. Je veux dire sans doute parce que j'ai une petite réserve là-dessus. Voilà. Ma réserve, alors justement parce que c'est de l'héroïsme subi. Hein. C'est de l'héroïsme ça va être héroïque si vous réussissez votre dé de prouesse. Les points d'héroïsme en eux-mêmes n'influent pas énormément en fait. Hein. Ils vont en rajouter plus 1 ou plus 2 à pour savoir si vous réussissez une action ou pas. C'est pas ce qui va changer la face du monde. Hein. Si je mets une difficulté 15 et que votre personnage il a un D6 plus 4, ça va faire 10. Si vous dépensez 2 points d'héroïsme, il va faire 12. Il aura toujours raté. L'héroïsme ne vous garantit pas un succès. Ce qui vous garantit de succès, c'est les dés de prouesse. Et le dé de prouesse, bah, ça va être 10% ou 12%. Et je dis qu'il est subi au niveau des stats pour ça. Hein. On va dire que son concurrent qui n'a pas la licence, mais genre les barbares de Lémurie, quand vous dépensez des points
de héros, entre guillemets, des points d'héroïsme, l'équivalent de leurs points d'héroïsme, vous avez un effet beaucoup plus immédiat et beaucoup plus convaincant, je trouve. Donc ça, c'est un peu mon petit problème sur le système dit héroïque. Il peut l'être si vous avez les dés avec vous. Si vous n'avez pas les dés avec vous, il l'est tout de suite moins. La magie. Alors là, la magie pour moi c'est no way. Hein. La sorcellerie. D'ailleurs, appelle ça. Alors, on l'appelle comment en fait dans ce jeu? Je sais même pas. Je sais même pas. Moi, je dis magie, mais non, la sorcellerie. Ouais, effectivement. Donc la sorcellerie en fait, bah il manque. C'est un peu plat. Hein, vous lancez des sorts en diminuant vos points de vie. On vous demande même pas de faire euh, comme dans DCC, je sais pas, de vous tailler les veines ou pas, non rien du tout. On vous dit vous dépensez 10 points de vie. Hein, donc ouais, il va falloir rajouter un peu de roleplay là-dessus parce que sinon ça va tomber à plat. Ou dépenser 1 ou 2 points d'héroïsme. Ça c'est pour limiter la sorcellerie, ne pas l'utiliser tout le temps. Mais on oublie quand même un pan essentiel qui est pour moi, en fait, les pactes avec les démons, le fait que la sorcellerie soit donnée par des créatures extraplanaires, extraterrestres. Et là, on ne l'a pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Donc ça, c'est mon gros point de déception. En plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez dû le voir peut-être dans un... Si vous voulez vraiment jouer, en fait, la sorcellerie à la liste de sorts, bah, les listes de sorts... je vais pas le jouer, moi, hein, on est bien d'accord à la liste de sorts. Mais si vous voulez le jouer à la liste de sorts, bah, oui, l'alchimie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sorts. C'est tout. Donc là, non, le point de la sorcellerie, c'est très, très, très décevant. Donc voilà, l'autre point négatif, c'est les scénarios. Hein, le premier scénario d'introduction, je ne dis pas. Le deuxième, bah, c'est un scénario qu'on connaît déjà, vu qu'il était dans le kit de découverte. C'est un peu embêtant. J'aurais bien aimé avoir dans le livre de base un scénario original. Et le troisième, c'est pas bon, quoi. Hein. Le troisième, il est mauvais, quoi. Il est vraiment mauvais. C'est pas un scénar, c'est un scénar de jeu de plateau. C'est pas un scénar de jeu de rôle, quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, voilà. Alors, ma conclusion. Alors malgré ses défauts, je pense quand même que c'est un bon jeu et qu'il y a surtout le gros mérite, en fait, c'est le jeu actuel sur Conan qui existe. Hein, les anciens Modifus, il n'existe plus. Vous avez Barbarian of Lemuria, mais celui-là, il n'a pas la licence. Donc, si vous voulez vraiment jouer dans le monde de Conan, bah, c'est celui-ci qui s'impose. Le système fonctionne, hein, et c'est pas un système qui invente la roue, mais il fonctionne. Il est héroïque jusqu'à ses limites, on va dire, mais ça marche. Moi, tout ce que j'espère, alors, c'est qu'on commence quand même avec une gamme avec 3 bouquins, tout de même. Hein, donc, beaucoup de jeux commencent avec le livre de base. Ici, on commence quand même avec 18 scénarios en plus du livre de base. Le livre de base, il doit être à 55 balles. Les Chroniques Iboriennes, c'est 45 balles chacun. Voilà. En tout cas, on a un début de gamme et j'espère vraiment que on va pas s'arrêter là et j'espère que les scénarios vont être comment dire qualitatifs et j'espère aussi qu'on va développer un peu le système, peut-être sur les compétences, peut-être, enfin je sais pas, mais enfin peut-être. euh, Enfin, bon, voilà. Donc, en tout cas, moi, j'espère une gamme quand même là-dessus. Parce que c'est quand même. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. Hein, c'est un bon jeu. C'est pas le jeu que je vais me relever la nuit, mais c'est un bon jeu sur Canal. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur Conan. Donc, là, j'y vois rien. Hein. Donc, chez Monolith, disponible à partir de la mi-décembre. Alors, vous ne le trouverez pas en boutique, car Monolith ne diffuse pas ses jeux en boutique. Vous ne pouvez le trouver que sur le site de Monolith. Voilà. Donc voilà.
Eh ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là, et puis à bientôt. Je vous souhaite de bons jeux, et puis de bonnes parties, et que les dés vous soient favorables. Et n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, un abonnement, un petit Tipeee, hein, un petit tip. Hein. Je remercie d'ailleurs tous les tipeurs, hein, qui soutiennent ma chaîne. Alors si vous voulez, si vous voulez effectivement me donner un coup de main, bah, il y a le Tipeee. Merci beaucoup, à bientôt pour d'autres vidéos, et puis bonne fête de fin d'année, parce qu'on va bientôt y arriver.